harcèlement. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous explorons le rôle de la plateforme 3018 dans la lutte du harcèlement et du cyberharcèlement. Chloé nous expliquera comment marche la plateforme et comment les écoutants accompagnent les jeunes touchés par ce fléau. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc ma première question sera, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la plateforme 3018 et comment elle accompagne les jeunes victimes de harcèlement et de cyberharcèlement ? Donc le 3018, c'est le numéro dédié aux jeunes victimes et aux témoins de harcèlement et de violences numériques. Donc c'est un numéro qui est joignable par téléphone, par chat, et également via votre boîte mail. Nous sommes joignables de 9h à 23h. Vous pouvez choisir le canal que vous préférez. Ce que l'on vous invite à faire, c'est de télécharger l'application 3018. Comme ça, c'est plus facile. Vous avez directement l'appli sur votre téléphone. Vous faites téléphoner si vous voulez téléphoner, ou alors vous chattez avec nous. Super. Alors avec cette application qui existe, au final, c'est pratique pour les jeunes qui sont un peu réticents forcément par exemple à téléphoner, ils peuvent écrire par chat, ça peut être pratique, c'est un côté pratique en fait. Mais tout à fait, c'est pour ça qu'on a voulu développer différents canaux et différents moyens de contacter le 3018 au-delà du téléphone. Si les jeunes se sentent plus à l'aise pour chatter, mais ils peuvent totalement le faire. Et ce sera de toute façon toujours les mêmes écoutants qui leur répondront. Ce seront toujours des écoutants, soit des juristes, psychologues ou écoutants sociaux. Donc quel que soit le canal utilisé, ils auront toujours des interlocuteurs professionnels formés spécifiquement pour leur répondre. Merci beaucoup. Au-delà de vos actions du coup avec vos écoutants, comment le 3018 sensibilise les jeunes aux dangers sur Internet ou à promouvoir une utilisation plus responsable des réseaux sociaux ? Alors souvent les jeunes, lorsqu'ils contactent le 3018, c'est qu'ils ont un problème. Donc là on est sur le traitement et l'accompagnement du jeune pour régler ce problème. Et ensuite dans un deuxième temps, lorsqu'on a donné aux jeunes tous les outils pour traiter cette situation, on peut effectivement être amené à faire ce que nous on appelle de l'éducation numérique ou de la sensibilisation. Et là on leur donne des conseils pour utiliser le numérique en toute sécurité. Donc ça peut être notamment avoir en tête que discuter avec des personnes sur les réseaux, c'est bien sûr super, mais qu'en fait les personnes sur les réseaux ne sont pas forcément toujours les personnes qu'elles indiquent à être. Les personnes n'ont pas forcément toujours l'âge qu'elles disent avoir sur les réseaux. Ça peut être aussi des conseils sur la façon dont on peut diffuser des photos de soi. Bien sûr, les jeunes sont tout à fait libres de décider et encore heureux de vouloir diffuser une photo d'eux. En revanche, on les invite à être vigilants et à avoir en tête que cette photo pourra être utilisée et parfois malheureusement à des fins qui ne sont pas forcément toujours bienveillantes et que donc s'ils souhaitent envoyer notamment des contenus intimes, peut-être penser à ne pas mettre une photo où on reconnaît la tête, le visage, où on reconnaît un signe distinctif tel qu'un piercing ou un tatouage par exemple. Ok, très bien. Dans l'accompagnement dont vous parlez, il y a le dépôt de plainte qui rentre en compte. Oui, alors parmi tous les conseils qu'on peut être amené à donner, on peut effectivement inviter la victime à déposer plainte. Et donc, si tel est le cas, on n'accompagne pas physiquement la victime pour le dépôt de plainte. En revanche, déjà, on essaie de lui faire prendre conscience que la situation est grave et qu'elle nécessite un dépôt de plainte. Et on indique à la victime comment faire pour déposer plainte. Voilà, c'est en ce sens qu'on accompagne les victimes. Mais au-delà de ça, on donne toute une panoplie de conseils de façon à ce que la victime déjà ait bien conscience qu'elle est victime, que ce qu'elle subit n'est pas de son fait, y compris si elle avait consenti à la diffusion de photos, par exemple. Et on donne tout plein d'outils qui seraient trop longs là de détailler aujourd'hui, mais pour que la victime puisse traiter la situation et que la situation soit résolue. Et donc l'une des forces du 3018, c'est que nous sommes signaleurs de confiance. Et donc ce statut
nous permet d'avoir un accès privilégié aux modérateurs des plateformes utilisées en France et d'obtenir la suppression des contenus illicites. Dans la continuité de ma première question, quel est votre rôle auprès des parents de ces jeunes victimes de harcèlement? Parce qu'au final, vous êtes un peu... vous êtes en ligne aussi, donc si vous n'êtes pas auprès du jeune, quel est votre rôle auprès des parents? Est-ce que vous pouvez être amené à appeler les parents, prendre contact avec eux? Comment ça se passe? Alors souvent les parents nous appellent pour leur enfant, donc là l'échange est assez simple. Si ce sont des parents qui nous appellent et que l'enfant est à côté, on demande aussi à discuter avec l'enfant, parce que parfois, ou avec le jeune, parfois le jeune n'ose pas forcément tout dire à ses parents. Nous, ça nous permet de mieux comprendre l'entièreté de la situation pour pouvoir la traiter au mieux. Et bien sûr, ce que nous dira le jeune, on ne le répétera pas forcément aux parents. Voilà. Et ça, c'est valable à la fois pour les situations de harcèlement à l'école et pour les situations de violence numérique. Si c'est un jeune qui nous contacte sans ses parents, en fonction de la situation, on peut être amené à lui demander d'échanger avec ses parents. Mais c'est vraiment au cas par cas. C'est pas systématique. C'est souvent plus le cas pour les situations de harcèlement à l'école, où là, pour engager une démarche vis-à-vis de l'éducation nationale, on aura besoin de pouvoir se mettre en lien avec le parent. Et aussi, il arrive où il y a des situations, où le jeune finalement souhaite que l'écoutant joue le rôle de facilitateur, et donc ça permet aussi de dire ce que l'enfant n'a pas osé dire, ce que le jeune n'a pas osé dire à ses parents. Bien sûr, on le fait en accord avec le jeune. D'accord. C'est super intéressant ce que vous dites. Au final, vous parlez de facilitateur. Moi, j'ai envie de dire aussi un peu médiateur. C'est possible aussi. Effectivement, parfois, les parents, lorsqu'ils découvrent que leur enfant est victime de violences numériques ou de harcèlement, ils peuvent réagir sous le coup de l'émotion et avoir des réactions qui peuvent être un peu vives. Et donc nous, on explique que ces situations peuvent être courantes chez les jeunes de tel âge, en fonction de l'âge du jeune concerné. Et on explique aussi ce qu'on est capable de faire pour aider le jeune, pour aider les parents. Et on donne aussi des conseils aux parents d'ailleurs. Très bien, merci. Quels conseils donneriez-vous aux enseignants pour soutenir les jeunes victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement afin de collaborer efficacement avec le 30-18? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est de l'éducation nationale a développé un programme, le programme phare, qui est un programme de prévention et de traitement de situations de harcèlement qui est à disposition donc, des équipes éducatives. Et donc, elles s'en saisissent. Et on les invite à se saisir de ce que prévoit ce protocole phare. Les équipes éducatives peuvent également contacter le 3018, ça arrive. Parfois, ils ont besoin de conseils, notamment sur l'aspect violence numérique, et on y répond volontiers. Il arrive aussi qu'au-delà de conseils généraux, on ait par exemple des CPE qui appellent le 3018 parce que un collégien est venu se confier et a dit je suis victime de violences numériques, et donc là le CPE a un bon réflexe et appelle le 3018 avec le jeune qui est dans son bureau, ce qui permet de traiter la situation assez rapidement. Et au-delà de ça, l'association e-Enfance 3018 mène des actions et fait des actions de sensibilisation à destination des professionnels. Voilà. Et quoi qu'il en soit, je vous parlais de ce qui est mis en place au sein de l'éducation nationale, donc pour les établissements publics, mais il y a aussi des mesures de protection des élèves harcelés qui sont déployées dans les établissements privés. C'est super, en fait, vous êtes déployés un peu partout, et on sait au moins que si on rencontre du harcèlement, moi c'est ce que je dis toujours, c'est contacter le 3018, il y a des écoutants qui sont formés, n'hésitez surtout pas à les appeler, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil. Et après, vous me parliez de conseils qu'on pourrait donner aux parents ou aux adultes qui auraient à connaître des situations de harcèlement en ligne ou hors ligne.
le postulat, c'est quand même de croire la parole du jeune. Voilà. C'est primordial. Toujours dans la continuité de la précédente question, pour des établissements qui verront le discours de l'enfant, on parlait de confiance tout de suite, qui verront le discours de l'enfant comme une brimade entre élèves et qui refuseront par exemple de mettre en place le protocole phare. Qu'est-ce que, d'après vous, on peut faire pour que soit déclenché au moins le protocole phare et que l'enfant ou l'adolescent soit en sécurité? Dans tous les cas, il faut dialoguer au maximum et faire en sorte que le dialogue soit maintenu. Donc il faut bien sûr écouter les parties en présence. Et donc si c'est un jeune qui est victime de harcèlement, le premier conseil c'est de ne pas rester isolé. Donc d'en parler, de solliciter de l'aide à un adulte de confiance. Cet adulte de confiance peut être l'un de ses parents peut être aussi un pion, un prof, voilà, il faut en parler. Et ensuite, si l'équipe éducative ne semble pas se mobiliser, il faut absolument que les parents insistent auprès de l'équipe éducative pour que les mesures de protection telles qu'elles sont prévues dans le Code de l'éducation nationale et ou dans le protocole phare soient déployées. Et si besoin, bien sûr, ne pas hésiter à contacter le 3018 parce que nous avons la possibilité de faire des signalements prioritaires qui sont adressés au ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup. Ma prochaine question sera comment le 3018 collabore avec les plateformes des réseaux sociaux? Alors, je ne parlerai pas proprement parler de collaboration. Nous avons donc le statut de signaleur de confiance. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, nous sommes la seule entité à avoir été désignée par l'ARCOM, donc l'autorité de régulation des communications, comme signaleur de confiance. Et donc nous sommes les seuls à pouvoir aujourd'hui demander à l'ensemble des plateformes utilisées en France, quel que soit leur siège social, nous sommes les seuls à pouvoir signaler les contenus illicites à ces plateformes-là. Donc, on a des procédures qui nous permettent de signaler les contenus illicites et ces procédures nous donnent lieu le plus souvent à la suppression des contenus illicites. Donc, les plateformes nous répondent et nous disent on a supprimé le contenu. Ou alors, elles nous disent on a supprimé et où on a adressé un avertissement à l'auteur des messages malveillants, par exemple. D'accord, très bien. Pour ma dernière question, quels sont les premiers pas pour un jeune ou un parent qui souhaite signaler un cas de cyberharcèlement via la plateforme 3018 ? On a parlé que le premier pas c'était un peu de prendre la parole, mais pour un parent qui est un peu réticent à contacter le 3018 ou un enfant qui a un peu peur, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ce pas soit franchi ? Donc ça veut dire des personnes qui sont confrontées à une situation de harcèlement ou de violence numérique et qui n'oseraient pas contacter le 3018. C'est ça. Alors, je dirais que c'est un peu dommage parce que s'ils ne contactent pas le 3018, la situation a peu de chances de pouvoir se résoudre toute seule. C'est rarement le cas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de situations de harcèlement qui se résolvent, que ce soit à l'école ou dans la sphère numérique, sans que qui que ce soit au courant. Donc en parler, c'est déjà faire un premier pas et c'est déjà faire un premier pas en vue de la résolution de cette situation-là. Ensuite, il faut avoir conscience que lorsqu'on contacte le 3018, on aura toujours une écoute bienveillante, des conseils bienveillants, sans jugement aucun. Donc vraiment, ne vous limitez pas. Si vous savez que le 3018 peut vous aider et si vous êtes confronté à une situation de harcèlement ou de violence numérique, contactez le 3018. Vous serez toujours bien reçu. On vous répondra toujours, donc de 9h à 23h. On ne travaille pas au-delà de 23h et avant 9h. Mais voilà, non, n'ayez crainte. Vous aurez toujours une écoute bienveillante de la part de professionnels. Donc soit des juristes, soit des psychologues, soit des écoutants sociaux qui sont tous diplômés d'un Master 2 et ensuite bénéficient d'une formation lors de leur arrivée au 3018. Acteurs de ton avenir vous encourage aussi fortement à contacter le 3018.
Il y aura toujours, comme ça a été dit, une écoute bienveillante dont je peux en témoigner avec Chloé dans ce podcast. Merci beaucoup Chloé. Avec plaisir. Grâce à Chloé, vous savez désormais que le 30-18 est un allié majeur si un enfant ou un adolescent est victime de harcèlement scolaire, et surtout vous avez désormais connaissance de comment marche la plateforme 30-18 et qu'il ne faut surtout pas craindre d'appeler les écoutants si vous êtes victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. À bientôt pour un nouvel épisode.